l'électricité. Donc, le thème d'aujourd'hui, je vais partager mon écran. Il est intitulé, donc là, l'écran, d'accord, super. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer où vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, Oui. l'écran est partagé. Super. Et donc, le thème d'aujourd'hui, il est intitulé... Allez-y. OK, donc je vais démarrer. Donc, le thème d'aujourd'hui, il est intitulé « Matériaux géosynthétiques, solutions pour améliorer la performance et optimiser le coût de cycle de vie des infrastructures routières ». Et comme vous pourriez le constater, j'ai une template qui s'intitule TPM Expert Conseil. Donc, c'est la compagnie qui m'appartient, dont je suis propriétaire et directeur général. Donc, ça va de soi, étant donné que je suis à Dakar présentement. Et c'est un thème qui comment dirais-je, donc qui cadre un peu dans mes zones d'expertise. Donc, ma présentation s'intitule, comme je viens de le présenter tout à l'heure, géosynthétique, solutions pour améliorer la performance des infrastructures et réduire les coûts de cycle de vie. Et mon agenda va se structurer de la manière suivante. Donc, d'abord, je vais commencer par une brève mise en contexte pour vous permettre de mieux comprendre le contexte dans lequel j'évolue, qui est assez différent de celui du Sénégal, mais vous allez voir qu'il y a des similarités qui font que le thème d'aujourd'hui fait du sens. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec les matériaux géosynthétiques et je vais tenter de répondre à quelques questions. Pourquoi on les utilise, leurs avantages, leurs inconvénients et des cas pratiques que je pourrais vous montrer. Ensuite, je vais vous présenter une étude de cas, un projet assez complexe mais fort intéressant sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années. Et enfin, si on a un peu de temps, je pourrais vous présenter un logiciel que j'ai développé avec mon équipe qui permet la conception mécaniste empirique de chaussées flexibles, semi-flexibles et non revêtues en utilisant des matériaux géosynthétiques. Donc voilà. Alors pour commencer, une brève mise en contexte. Comme vous le savez tous, plusieurs kilomètres de routes sont construites, entretenues, gérées, réhabilitées un peu partout dans le monde. Okay? Et la plupart du temps, les ingénieurs en structure pourront me débattre là-dessus. Les routes sont des structures qui sont à apparence simple, dues à leur linéarité, mais en réalité, c'est des structures qui sont extrêmement complexes. D'abord parce qu'ils ont un mode d'endommagement qui est différent de celui des autres infrastructures telles que les ponts et les multi-étagers. On parle d'endommagement ou de sollicitation cyclique, donc un endommagement plus à long terme, à moins qu'on parle de charges extraordinaires. Et on a souvent le facteur environnemental, le facteur E, qui vient rentrer en cause. Et là, vous avez un peu une idée de ce dont je parle avec les photos à gauche. Donc, comme vous pouvez le voir en haut à droite, on a une illustration du transport des individus et en bas à gauche, puis en bas à droite, on a le transport des marchandises et donc des ressources naturelles. Donc, un peu pour vous montrer l'importance des infrastructures routières. Et souvent, elles sont conçues en fonction des différentes administrations gouvernementales parce que les routes sont des infrastructures publiques, donc elles sont régies par des normes et des lois qui sont souvent administrées par des ministères ou autres types d'administration. Donc, si je prends l'exemple d'une coupe type ici, comme vous pouvez le voir, on a une sollicitation avec une charge typique et on a notre infrastructure. Donc, souvent, on a une surface de roulement, une fondation, une sous-fondation et un sol d'infrastructure. Évidemment, les noms peuvent changer. Certains vont l'appeler des bases, etc. Mais le concept est le même. Et donc, ce qu'il faut retenir lorsqu'on conçoit des infrastructures, c'est d'abord le type de conception. Donc, on parle de conception empirique, mécaniste empirique ou même mécaniste. Et ensuite, l'infrastructure doit répondre à un certain nombre de besoins en termes de performance. Donc, d'abord, le besoin structural. Donc, on veut s'assurer que l'infrastructure soit capable de prendre les charges de camions, naturellement, auxquelles cette infrastructure va être assujettie. Après, on a le développement durable, les changements climatiques, donc subir
l'impact des changements climatiques et réduire la vulnérabilité qui est causée par ce dernier. Ensuite, on a l'explosion démographique. Comme vous le savez, lorsqu'on conçoit une infrastructure, on fait une extrapolation de la démographie, des analyses économiques et qui nous permettent un peu de déterminer la route devrait durer sur combien de temps, disons 20, 25, 30 ans, et ensuite faire des prédictions de type climat, trafic, des prédictions environnementales, donc géologie et autres, et ensuite concevoir la route dans ce sens-là. Là, ici, j'ai essayé d'illustrer plusieurs types d'infrastructures qui existent. Donc, comme vous le savez, on a des routes de type rigide, flexible, semi-flexible. Donc, quand on parle de routes flexibles, c'est souvent des routes avec des surfaces de roulement de type enrobé bitumineux. Lorsqu'on est dans le rigide, c'est souvent des enrobés, c'est des surfaces de type dalles de béton de ciment. Et les semi-flexibles, c'est lorsqu'on a la combinaison des deux. Comme vous allez voir, souvent en Afrique subsaharienne, on va plus parler de routes flexibles parce que les conditions environnementales sont telles qu'on n'a pas besoin de mettre des dalles de béton, donc en mode semi-flexible ou rigide. Mais par contre, quel qu'en soit le type de route qu'on a, on va souvent avoir dans ce critère-là ce qu'on va appeler un volume haut ou un volume faible. Mais le type de volume qu'on va avoir va souvent dépendre de plusieurs facteurs que j'essaie d'illustrer ici. Par exemple, lorsqu'on parle du traitement de surface, donc les routes à fort volume ou à haut volume vont souvent avoir un traitement de surface de type enrobé bitumineux, béton de ciment. Et quand on passe dans le faible volume, on va parler de surface de roulement de type graveleux, les abats poussières, les BST, les cold mix et autres types de surfaces de roulement. Donc ça, c'est le premier critère qui nous permet de déterminer si notre route est à fort volume ou à faible volume, ou à haut volume ou à faible volume. Ensuite, on a ce qu'on appelle le volume quantitatif. Donc ça, c'est le débit. Donc c'est le débit journalier moyen annuel ou DJMA. Et ça, c'est le nombre de véhicules qui passent sur la route par jour. Donc, souvent, différentes administrations provinciales ou fédérales vont avoir leurs propres normes, mais on va dire pour une règle de pouce ici, lorsqu'on a plus de 500 véhicules par jour qui passent sur une route, on va considérer cette route comme étant à fort volume. Et évidemment, donc moins de 500 véhicules, on va considérer la route comme étant à faible volume. Ensuite, on a le type de charge admissible, donc le type de véhicule. Évidemment, une route nationale comme la Nationale 1 ou l'autoroute à péage, ou au Sénégal, on peut avoir des camions qui peuvent avoir des charges qui peuvent aller jusqu'à 70 tonnes. Elle va avoir un mode de sollicitation, un mode d'endommagement et une conception différente d'une petite route où il va y avoir peut-être plus de véhicules qui passent d'un point de vue quantitatif. Mais si on regarde le type de véhicule qui va passer, ça va être plus des véhicules de 2 tonnes et moins. Donc, c'est un aspect hyper important à prendre en considération. Et enfin, on a le coût. Évidemment, les coûts généraux des routes à fort volume vont être souvent moins élevés sur la durée de vie utile de l'infrastructure. Oui, le coût au kilomètre va être plus élevé, mais le coût sur la durée de vie utile va être beaucoup moins élevé qu'une route à faible volume, simplement parce que la route à haut volume va avoir moins de réhabilitation à faire, moins d'entretien à faire, parce que le type de surface va être souvent rigide, donc type béton ou enrobé bitumineux, et la durée de vie utile, elle est beaucoup plus longue, donc le standard de construction, il n'est pas le même, il est 1000 fois mieux qu'une route à faible volume. Et donc, ici, j'ai une illustration, donc en bas à gauche, on a un exemple type d'une route à haut volume. Donc ici, on a ce qu'on appelle, on va dire, une voie, 2 directions dans le jargon. Et à droite, c'est les 2 photos, c'est moi-même qui les ai prises. Donc la photo à gauche, c'est dans le Yukon, proche de l'Alaska. Et à droite, ici, c'est une route minière que j'ai prise en Alberta il y a de cela quelques années. Donc ici, ça c'est en guise d'information. Je vous donne un peu une analyse comparative de ce qu'on considère comme étant une route à faible volume, donc ce à quoi la structure ressemble, selon les différentes administrations dans le monde. Donc ça, c'est un projet sur lequel je travaille avec la Banque mondiale. Et là, vous pouvez voir que, donc, si je regarde l'exemple de la France, ici, ils vont considérer une route comme étant à faible volume lorsque on va avoir à peu près 75 mm d'asphalte ou d'enrobé bitumineux, suivi d'un matériau de fondation granulaire d'à peu près 200 mm.
Mais si on prend l'exemple, mettons, au Québec, donc le ministère des Transports du Québec, MTQ, on va avoir une structure qui est beaucoup plus imposante, beaucoup plus importante. Donc ici, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de standard dans le monde en ce qui concerne ce qu'on peut appeler les routes à fort et à faible volume. Donc, ça va toujours dépendre des besoins de l'économie du pays, etc. Parce que, comme vous le savez, les routes sont conçues pour le transport des personnes et des marchandises, entre autres. Donc, si je prends l'exemple du Canada, qui est un pays avec toutes sortes de ressources imaginables, que ce soit minières, pétrolières, forestières et autres, les routes vont être sollicitées différemment et donc doivent être conçues différemment dans du Sénégal où l'exploitation ne va pas être de la même envergure. Donc, quels sont les défis auxquels les routes sont confrontées de manière générale? Donc là, je vais aller rapidement. Donc, le premier type de défi, c'est au niveau de la conception. Donc, c'est très difficile de prédire l'explosion démographique ou même économique. Et donc, si je vous donne un exemple simple, au Sénégal, l'exploitation du pétrole va commencer l'année prochaine. Les types de camions qui vont utiliser les routes qui ont été conçues il y a quelques années va être complètement différent de ce à quoi on s'attendait lorsque les routes se faisaient concevoir. Et donc, vous allez voir qu'on va commencer à avoir un phénomène qu'on appelle l'accélération, la dégradation accélérée des infrastructures qui n'avait pas été prédite. Et donc, ça va prendre des coûts d'entretien plus élevés, des coûts de réhabilitation plus élevés. Et c'est très difficile de le prédire parce que, bien évidemment, si on le savait il y a 20 ans, lorsqu'on faisait la conception, mettons, de la Nationale 1 dans il y a 40 ou même 60 ans, dans les années 60, qu'on allait découvrir du pétrole 63 ans plus tard, les routes allaient être conçues différemment. Mais c'est toujours très difficile de prédire. Ensuite, au niveau de la construction, donc le contrôle qualité, les normes, les règles de l'art, c'est toujours très compliqué. Si on regarde l'exemple encore une fois du Sénégal avec les normes qui ont changé maintenant par rapport à il y a 20 ans où on utilisait les normes AFNOR et autres, on peut voir qu'il y a eu une nette progression. Au niveau de l'entretien et de la gestion, c'est toujours un problème. Une fois que l'infrastructure est construite, il faut l'entretenir, il faut la gérer et c'est toujours un défi parce que, évidemment, vu que c'est des infrastructures qui appartiennent à tout le monde, donc qui sont publiques, les budgets doivent être votés. Donc, c'est pas comme un privé qui me demande de construire une maison où je peux facilement prédire l'entretien et lui demander l'argent pour et en prendre compte. Donc, au niveau des coûts, là, je pense que j'en ai déjà parlé. Au niveau des changements climatiques, je ne sais pas si vous le sentez, moi je le sens parce que je vis dans un environnement nordique, mais les changements climatiques, et c'était justement le sujet de ma thèse il y a à peu près 15 ans, les changements climatiques ont un impact considérable sur la performance des infrastructures, malheureusement. Et d'où justement le sujet d'aujourd'hui, parce que les matériaux géosynthétiques, d'après moi, sont une solution non négligeable à ce problème-là. Après, on a les problèmes liés aux véhicules lourds, le dépassement on va dire le dépassement des charges légales admissibles, etc., qui cause aussi un gros problème aux infrastructures. Et que les implications sont simples. Je pense que tout le monde connaît ces types de dégradations que je montre ici. Le premier problème qu'on va avoir, c'est les dégradations accélérées. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, on va assister, si une route était conçue pour 20 ans, on va voir que la combinaison des changements climatiques, de l'explosion démographique et autres facteurs va causer que la route qui était conçue pour 20 ou 25 ans va commencer à se dégrader plus rapidement que prévu. Et cela s'illustre, comme vous pouvez le voir, par des phénomènes d'inondation, des fissures longitudinales, des nids de poules, fissures transversales, soulèvements différentiels et autres. Okay? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième type d'implication, c'est l'augmentation des coûts. Donc, augmentation des coûts veut dire toute la réhabilitation, l'entretien va être retardé et donc, on va avoir des interruptions de trafic. Donc, ce qui va causer d'autres types de problèmes tels que la sécurité, des problèmes d'augmentation des accidents, donc des problèmes de traction, d'adhérence, etc. Donc, je dis tout ça pour dire que plusieurs solutions ont été développées dans le passé pour pallier aux problèmes dont je viens de parler. Donc là, ici, je fais un peu une illustration du type de solutions qui existent. La plupart de ces solutions, moi, je les ai même testées, puis
ici, j'essaie un peu de mettre en évidence les meilleures parmi les solutions qui ont été étudiées selon la littérature. Donc ici, on a un graphe de type cadran. Donc ce graphe illustre, en fait, on le lit facilement. Ça veut dire que lorsque la solution se trouve sur le cadran en haut à droite, c'est parce que la solution non seulement est facile d'implémentation, mais elle a aussi un bon impact. Donc c'est une solution qui a été testée, démontrée et qui fonctionne. Okay? Donc par impact, on veut dire la combinaison coût, sécurité, performance, impact environnementaux. Et au niveau de la facilité d'implémentation, on parle de coût, de facilité de mise en œuvre. Est-ce qu'on peut réutiliser la technologie et la maturité du type de technologie qu'on utilise. Et ce dont vous allez vous rendre compte, c'est que les matériaux géosynthétiques ici se retrouvent sur le cadran en haut à droite. Donc, ça veut dire que c'est l'une des meilleures, sinon la meilleure solution pour pallier au type de problème dont j'ai parlé dans la diapo précédente. Et donc, ça nous permet un peu de rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir, ça va aller vite. Donc, c'est quoi les matériaux géosynthétiques? Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais pour faire simple, c'est des matériaux faits à base de polymères. Donc, ça peut être du polyéthylène haute densité, ça peut être du polystyrène ou d'autres types de matériaux polymères. Et donc, ils permettent essentiellement de résoudre un large éventail de problèmes liés au génie civil, que ce soit au niveau de la géotechnique, du transport, de l'hydraulique, les chemins de fer, les remblais, les structures de soutènement, les barrages, le contrôle de la sédimentation et de l'érosion, etc. Il y a plusieurs types de géosynthétiques qui existent, mais là, je vais faire le focus, je vais mettre l'emphase sur 3 types qui concernent le génie civil, parce qu'il y en a d'autres tels que les géomembranes qui sont utilisés dans le domaine de l'agriculture, entre autres, mais c'est pas le vif du sujet. Donc, on a les géotextiles, les géogrilles et les géocellules. Donc, elles sont souvent placées à l'intérieur de la structure, donc soit de la fondation, de la sous-fondation ou au niveau du sol d'infrastructure. Puis, c'est des techniques qui sont souvent très bénéfiques parce qu'elles vont apporter un apport ou un renforcement mécanique additionnel ou permettre de réduire les coûts, donc que ce soit à court terme quand on parle de l'investissement en capital, donc les épaisseurs requises de matériaux, ou à long terme au niveau de la réduction du coût de cycle de vie de l'infrastructure. Donc, on parle de la fréquence de l'entretien ou de la réhabilitation. Donc, quand on parle de réhabilitation, c'est les projets de réfection majeurs. Donc, au niveau des géotextiles, on a 2 types de géotextiles qui existent. Donc, on a ce qu'on appelle les géotextiles non tissés. Donc, souvent, c'est des membranes de séparation. Donc, les géotextiles non tissés vont pas avoir un apport additionnel en termes de résistance. Donc, elles vont pas procurer de renforcement mécanique additionnel à ce que la structure non renforcée va donner. Mais par contre, elles vont jouer un autre rôle qui est aussi prépondérant. Ensuite, on a ce qu'on appelle les géotextiles tissés. Donc, les géotextiles tissés vont jouer et le rôle de séparation, mais aussi le rôle de renforcement mécanique. Et on a une large gamme de types de géotextiles tissés qui vont avoir des résistances différentes en fonction des besoins de caractérisation. Et souvent, les géotextiles tissés vont servir à renforcer le sol d'infrastructure, donc au niveau de la capacité portante. Et enfin, ça c'est le top du top. Donc, on a ce qu'on appelle les géotextiles tissés à haute résistance ou drainants. Donc, c'est souvent vous allez le voir dans une des diapos qui va suivre. Donc, c'est des géotextiles qui vont souvent être en polyéthylène haute densité et qui vont avoir deux composantes principales. La première, ça va être les propriétés hygroscopiques et la deuxième, ça va être les propriétés hydrophiles. Donc, en fait, c'est une technologie qui va permettre non seulement d'absorber l'excès d'eau, donc à part la succion matricielle et la succion osmotique, et donc qui va permettre d'évacuer cet excès d'eau-là hors de la chaussée et donc qui va permettre de garder un niveau d'humidité qui est acceptable. Donc, si je donne l'exemple, mettons, d'un matériau de fondation de type MG20, pierre latéritique qui doit avoir, supposons, si on fait un essai Proctor modifié, on va se rendre compte que on va avoir à peu près entre 5 et 7% de teneur en eau optimale. Toute la teneur en eau additionnelle qui va exister, mettons, après une précipitation de type pluie, va être évacuée hors de la route, donc pour éviter un état de saturation partielle. Et donc ici, j'ai quelques illustrations du type de géosynthétique. Donc comme vous pouvez voir, les géotextiles non tissés vont ressembler à ça.
Donc, ça va être souvent juste une fibre simple de polyéthylène. Et ici, comme vous pouvez le voir, les géotextiles tissés et les géotextiles drainants ou à haute résistance vont avoir une apparence un peu comme les tapis qu'on utilise ici au Sénégal. Donc ici, j'ai une illustration du rôle des géotextiles. Donc souvent, on va avoir de l'eau qui va arriver, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc l'eau pénètre la structure de deux façons. C'est soit par remontée capillaire ou par pénétration des eaux de surface. Okay? Donc le rôle du géotextile en tant que tel, c'est d'absorber l'excès d'eau, donc encore une fois moins la succion matricielle, et de l'évacuer hors de la structure. Parce que comme vous le savez, et comme Karl Terzaghi le disait, l'eau, c'est notre meilleur ami, mais c'est aussi notre pire ennemi. Évidemment, sans eau, il n'y a pas de géotechnique en tant que telle ou de mécanique des sols avancés, mais l'eau nous sert aussi d'éléments de renforcement à travers justement la succion matricielle dont je parlais tout à l'heure. Les géogrilles, donc ça c'est un deuxième type de matériaux géosynthétiques. Donc, elles vont pas offrir d'options de fonctions de séparation. Malheureusement, j'ai des échantillons avec moi, mais je pourrais pas vous les montrer parce que je les ai laissés à Dakar et je ne suis pas à Dakar. Mais ça vous donnerait une idée de la différence entre les différents types de matériaux géosynthétiques. Et donc les géogrilles sont souvent utilisées au niveau du matériau de fondation, puis vont souvent être combinées avec le géotextile non tissé. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le géotextile non tissé sert de séparation et la géogrille sert de renforcement. Donc la combinaison des deux types de matériaux géosynthétiques va permettre l'apport en séparation, mais aussi en renforcement, mais seulement au niveau des matériaux de fondation, de sous-fondation et de surface de roulement. En d'autres termes, les géogrilles ne sont pas à utiliser lorsqu'on a un problème de faiblesse de capacité portante du sol d'infrastructure en tant que tel. Donc ici, évidemment, il existe plusieurs types de géogrilles. Donc ici, on a les géogrilles biaxiales, les géogrilles triaxiales ici, et il y a d'autres types de géogrilles. Donc j'étais à Ageroute il y a à peu près une semaine, et justement, il y a un grand projet qui a été démarré il y a à peu près un an, où c'est les géogrilles biaxiales qui sont utilisées pour réduire justement l'épaisseur de matériaux nécessaires au niveau de la fondation sur une route de la place. Donc le mécanisme, donc ici encore une fois, c'est une photo que j'ai prise il y a quelques années. Donc c'était le renforcement d'un projet qu'on m'avait demandé de faire, le renforcement d'une cour d'usine à bois. Et enfin, on a les géocellules. Donc c'est le top du top, c'est le meilleur type de matériau géosynthétique qui existe, mais en revanche, c'est aussi le plus cher. Donc contrairement aux deux autres types de géosynthétiques que je viens de vous présenter, qui sont de type 2D ou bidimensionnel, les géocellules sont tridimensionnelles ou en 3D, donc souvent en forme de nid d'abeille, et elles vont venir procurer un renforcement cellulaire de type confinement beaucoup plus élevé. Et il y a une large gamme de géocellules qui existent, de types de matériaux, on parle de polyéthylène haute densité, de néoloy, etc. Mais sans rentrer dans les détails, peut-être que si quelqu'un est intéressé à avoir plus de détails, on pourrait en parler au niveau des questions-réponses. Mais de manière générale, ça va ressembler à ça ici, comme vous pouvez le voir. Donc, ça va avoir une largeur qui est à peu près équivalente à la largeur de la surface de roulement, plus les épaulements en gravier, dépendamment du type d'infrastructure. Donc, ça peut aller entre 5 et 10 mètres. Et la longueur va aussi dépendre de la zone à renforcer. Donc, comme vous pouvez le voir, les matériaux géosynthétiques, à cause de leur coût et de leur nomenclature, ne sont pas à utiliser sur des longueurs de route considérables. Donc, elles sont à utiliser sur des zones complexes où soit l'accessibilité des matériaux de construction de qualité est un défi, ou un endroit où plusieurs solutions ont été essayées et il n'y a rien qui a fonctionné au niveau de la capacité portante. Et donc là, j'ai un tableau qui illustre, entre guillemets, les différentes fonctions ou la comparaison des différentes fonctions des différents matériaux géosynthétiques dont je viens de parler. Donc, comme vous pouvez le voir ici, et je l'ai dit tout à l'heure, les géotextiles non tissés vont offrir de la filtration,
du drainage et de la séparation. Et leur coût va être assez faible. Mais si on veut un confinement ou une évacuation d'eau ou un renforcement, il va falloir y aller avec un autre type de matériaux géosynthétiques. Si on regarde les géotextiles tissés, eux, ils vont pas offrir de filtration ou de drainage, mais ils vont offrir une séparation, un confinement. Ils vont pas évacuer l'eau, mais ils vont quand même offrir un renforcement assez intéressant. Maintenant, quand on commence à aller à partir du troisième type de matériaux, donc les géotextiles à haute résistance, eux, ils vont offrir à peu près tout, sauf l'évacuation d'eau. Ensuite, si on parle de géogris, donc les géogris, eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont offrir une séparation ici lorsque ils sont combinés avec les géotextiles non tissés, vont offrir un confinement cellulaire, un renforcement. Les coûts sont assez faibles parce qu'il n'y a plus de brevets et l'évacuation d'eau ne va être inexistante. Mais par contre, si on parle des géocellules perforées et des géotextiles drainants, c'est les meilleurs, c'est ceux qui coûtent c'est les plus coûteux. Les prix peuvent changer, mais de manière générale, on parle de 3 à 4 fois le prix d'un géotextile normal. Et si je prends l'exemple des géotextiles drainants, ben eux, ils vont offrir que ce soit la filtration, le drainage, la séparation, le confinement et autres. Et ici, très rapidement, je vous donne une illustration du type de géosynthétique à utiliser en fonction du type de matériaux ou du type de sol d'infrastructure qu'on a. Si on parle j'imagine que tout le monde sait c'est quoi le CBR, donc le California Bearing Ratio, qui est une parmi tant d'autres façons de représenter la capacité portante d'un sol d'infrastructure. On aurait pu utiliser le module réversible ou le coefficient de cisaillement non drainé ou autre. Et donc ici, vous pouvez voir que lorsque notre CBR est entre 0,5 et 1,5, donc ce qu'on considère qu'on a un sol d'infrastructure qui est extrêmement faible, donc on parle d'argile sensible, d'argile à faible capacité portante, d'argile à faible plasticité ou même à haute plasticité, d'argile gonflante telle que la montmorillonite et autres, on va se rendre compte que la séparation, elle est obligatoire, le renforcement, il est obligatoire, et donc la recommandation, c'est si on devait utiliser les matériaux géosynthétiques, c'est d'utiliser les matériaux qui offrent la séparation et le renforcement. Et donc ici, on va parler des géotextiles à haute résistance et aussi des géocellules. Maintenant, si on passe des sols d'infrastructure à CBR faibles à des sols d'infrastructure à CBR intermédiaire ou même forts, donc on parle de 1,5 et 4, donc on va avoir la même chose. La séparation et le renforcement sont tous les deux obligatoires. Et dans ce cas-là, on peut y aller plus avec des géogrilles ou des géotextiles tissés. Par contre, et ça c'est très important ce que je m'apprête à dire, lorsque le CBR il est entre 4 et 6, ou lorsque le CBR il est supérieur à 4, l'utilisation des matériaux géosynthétiques est prohibée, pas nécessairement interdite, mais elle est non nécessaire. Et donc, comme vous pouvez le voir, les matériaux géosynthétiques ne sont recommandés que lorsqu'on traverse des zones critiques où le sol d'infrastructure est très faible ou intermédiaire, ou que l'accès des matériaux de construction de qualité est un problème. Donc là, je vais vous montrer une étude de cas que j'ai faite il y a de cela une dizaine d'années. Je l'ai intitulé Géotextile drainant pour atténuer la dégradation accélérée des chaussées et réduire les coûts et impacts environnementaux. Donc, la problématique, elle était simple. Donc, le gouvernement du Yukon a commencé à noter une apparition de fissures au niveau des épaulements en gravier sur une zone quand même assez éloignée. Donc, les causes potentielles pouvaient être changement climatique, la géométrie, le contexte environnemental, différentiel de compaction entre l'épaulement en gravier et la surface de roulement, les surcharges de camions parce qu'il y avait de nouvelles industries qui apparaissaient telles que les mines, et les sols qui sont extra complexes. Donc, on parle de pergélisols, donc des sols qui sont gelés constamment, et des CL, donc des argiles à faible plasticité. Et donc, cela avait une conséquence néfaste. On parlait dans ce cas-là d'augmentation fréquente de la fréquence des accidents, parce qu'il y avait plus de trafic.
une augmentation des coûts d'entretien qui était jusqu'à 30% et une réduction de la vie utile des infrastructures de 25%. Et donc, on me demandait, entre guillemets, de comprendre les causes et de trouver des solutions, parce que plusieurs plans d'action avaient été mis en place sans succès. Donc, juste pour vous donner une idée, vous pouvez voir le pôle Nord est ici et le Yukon est ici. Donc, on parle quand même du Grand Nord. Et juste pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous êtes capable de voir la vidéo ici, mais ça c'est moi qui ai pris la vidéo. Donc, vous pouvez voir le type de dégradation. C'était quand même assez majeur. Donc, on avait des fissures qui pouvaient aller jusqu'à 1 pied, donc 300 mm ou 30 cm de largeur au niveau des épaulements. Et donc, très rapidement, le type de solution que j'ai, donc là, je vous fais un bref résumé, mais le type de géosynthétique que j'ai recommandé, c'était des géotextiles de type H2RI. Donc, c'était le type de géotextile dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui offrait finalement toutes les propriétés. Donc, que ce soit le confinement, la séparation, le drainage, le renforcement et autres. Évidemment, c'est une solution qui était très coûteuse, mais vous allez voir qu'on a réussi quand même à réduire les coûts au niveau de la durée de vie utile de l'infrastructure considérablement. Donc, ce projet-là avait 4 étapes. Donc, d'abord, installer une section de référence, une section renforcée, l'instrumenter. Je suis un grand fan d'instrumentation, donc on avait plusieurs types de capteurs. On avait des capteurs de pression, des capteurs des capteurs de déformation. On avait des réseaux de thermistance, donc des capteurs de température, de teneur en eau et autres. Parce que ce qui est important pour moi, c'est pas seulement que la solution fonctionne, mais je veux savoir pourquoi elle fonctionne et dans quelle mesure elle fonctionne pour pouvoir extrapoler et voir dans quelle mesure je pourrais l'adapter dans une autre situation. Et enfin, faire le contrôle et suivi et évaluer la performance technique, économique et environnementale de la solution. Donc ici, je vous montre un peu quelques illustrations du projet. Donc ici, on commençait avec un relevé de la capacité portante à plusieurs niveaux de l'infrastructure. Donc ici, on avait un DCP, un Dynamic Cone Penetrometer. Ici, c'était des relevés au niveau de la surface, donc avec un altimètre. Ici, c'était l'installation de la première section avec un géotextile tissé, donc le H2RI. Ici, on a l'installation des capteurs de teneur en eau. Ici, c'est l'installation des capteurs de contrainte ou de pression. Ici, on a le chapelet de thermistance ou le réseau de température. Et ici, on a notre système d'acquisition de données qui nous permettait de prendre des données horaires des différents capteurs dont j'ai parlé. Ici, vous pouvez voir un peu, c'était un système qui était assez complexe qu'on a designé ou conçu, mon équipe et moi, à partir de zéro. Et ici, enfin, on avait relevé à la fin du projet. Donc ici, on avait le remblayage qui venait d'être fait. On avait un compactage qui avait été fait avec un compacteur à pied de mouton ou un sheep foot. Et ici, on avait le LWD qui nous permettait de venir prendre des données de résistance à la fin de la construction du sol d'infrastructure ou du remblai d'infrastructure avec 3 géophones. Et enfin, ici, après compactage, on avait notre nucléodensimètre pour prendre des relevés de compaction. Et enfin, donc encore une fois, on avait des relevés avec un FWD, Falling Weight Deflectometer, qui appartenait au ministère des Transports. Donc ici, très rapidement, on avait un layout de notre instrumentation. Donc comme vous pouvez le voir, on avait des capteurs au-dessus et en dessous de chacune des technologies qui avaient été testées. Donc pour l'évaluation de la performance, c'était très complexe, mais ici, j'ai essayé de vous le résumer. Donc premièrement, ce qu'on voulait faire, c'est regarder la capacité du H2RI à drainer l'eau. Deuxièmement, le renforcement mécanique par confinement. Donc, on utilisait un simulateur routier, un FWD et les capteurs de pression pour cela. Au niveau de la vérification du niveau de compaction, c'était le nucléodensimètre. Au niveau de l'analyse d'endommagement à long terme, on a utilisé le modèle de l'Asphalt Institute avec WinGeolea pour faire une modélisation du système. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a réussi avec l'installation du géotextile H2RI à
augmenter la capacité portante de la section renforcée en comparaison à la section de référence, donc non renforcée, de 15%, à augmenter le cycle de vie de l'infrastructure qui était supposé être de 20 ans à 25 ans, donc de 5 ans. Et quelqu'un va me demander, mais comment vous arrivez à prédire cela? On avait un simulateur routier. Donc, un simulateur routier permet de simuler à peu près 20 ans de trafic en un mois, donc, ou en 3 semaines. Donc, on est capable de prédire comment la route pourrait se comporter dans 20 ou 25 ans en 3 semaines. Donc, en simulant le nombre de cycles qui équivaut à 20 années de trafic. Et au niveau de la performance économique et environnementale, je ne sais pas si on en fait beaucoup au Sénégal, parce que dans mes projets au Sénégal, on m'a jamais demandé de le faire. Mais lorsqu'on compare les coûts entre une analyse coût-bénéfice, on a souvent tendance à regarder l'investissement en capital. Donc, je vous donne un exemple. 1 kilomètre de route, 2 voies, 2 directions va coûter à peu près 1,5 million de dollars, ou on va dire au Sénégal 2 milliards de francs CFA. Mais c'est pas parce qu'une route coûte beaucoup plus cher en investissement en capital qu'elle est moins bonne ou que l'investissement a été mal fait. Il faut toujours regarder les coûts qui vont être subséquents tout au long de la durée de vie de l'infrastructure. Donc, on parle des coûts de transport, on parle des coûts d'entretien et de réhabilitation et on parle des taux actualisés, n'est-ce pas? Donc, je donne un exemple simple. Donc, 1 kilomètre de route peut me coûter 2 fois plus cher en investissement en capital. Mais après, je vais venir sauver en réduction de coûts de transport, sauver en coûts d'entretien et réhabilitation, sauver en émissions de gaz à effet de serre. Et à la fin de la durée de vie utile, je vais me retrouver avec une route qui m'a coûté 2 fois plus cher en termes d'investissement en capital, mais je vais être capable quand même de sauver à la fin sur la durée de vie utile de l'infrastructure. Et c'est ça que j'essaie de montrer ici. Donc, si on regarde notre projet, le statu quo, donc la section référence, donc non renforcée, nous a coûté 1,2 million de dollars du kilomètre, en comparaison avec la section renforcée qui nous a coûté 1,5 million de dollars, donc à peu près 750 millions du kilomètre. Mais si on regarde les coûts de transport, parce que la route renforcée, elle était meilleure, donc la vitesse de transport a pu être augmentée de 100 km à l'heure à 115 km à l'heure. Donc, le bois, les produits miniers, l'or, les produits forestiers, le pétrole peut être transporté plus rapidement d'un point A à un point B, et il y a des coûts qui sont associés à ça. Les coûts d'entretien, parce que l'infrastructure était renforcée, ont été moins importants ici. Donc, on sauvait à peu près tous les 5 ans au kilomètre à peu près 750 000 dollars. Et le taux, si on regarde le coût total actualisé, bien que la section renforcée nous a coûté plus cher ici, 1,5 million de dollars en termes d'investissement en capital ou coût de construction, à la fin, si on regarde la durée de vie utile de l'infrastructure, donc si on considère le coût de construction, les coûts de transport, les coûts et d'entretien et de réhabilitation, la route nous a coûté à peu près 4,4 millions de dollars, donc à peu près 2 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans, versus le statu quo qui non seulement était moins performant, mais à la fin nous a coûté aussi beaucoup plus cher. Donc, sujet à réflexion, c'est la raison pour laquelle je demande toujours à mes étudiants, à mes élèves, à mes collaborateurs de faire attention aux coûts d'investissement en capital et de toujours regarder l'investissement de manière globale, donc sur la durée de vie utile de l'infrastructure. Et enfin, ici, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on a aussi réussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'à peu près 10%. Et donc, enfin, en termes de discussion, au lieu de faire une discussion, je vais prendre 2 minutes, si vous me permettez, pour vous montrer le logiciel que j'ai développé, qui pourrait être fort intéressant et qui permet finalement la conception mécaniste empirique de route à l'aide de géosynthétique. Donc ici c'est l'introduction. Pour commencer, on commence par un projet, un nouveau projet. Je vais juste faire un survol rapide. Je peux l'appeler UFR. La date d'aujourd'hui. Pour le type de route et autres, je vais passer parce que je vais laisser le temps pour les questions. Et au niveau du type de conception, il y a le type de conception standard,
que je recommande pour les gens qui sont pas nécessairement très avancés en termes de connaissances au niveau de la conception mécaniste empirico-mécaniste. Mais sinon, pour les gens qui sont des experts, ils peuvent y aller aussi avec le style conception avancée qui ouvre le logiciel en fait. Mais en guise d'exemple, je vais juste vous montrer la conception standard. Donc, au niveau du trafic, on rentre le nombre des cases ici, donc le nombre d'équivalents de charge axiale simple, on va dire 50 000. Le type de la pression de pneus, et encore une fois, on peut passer d'un système métrique à un système impérial, donc on va passer au système métrique ici. Donc, pour 100 PSI, on est à 196 kPa. Le type d'ornière admissible, soit on y va avec une déflexion de surface, ou on y va avec une ornière de fatigue au bas du revêtement, donc pas une ornière, mais une fissuration de fatigue, et ou une ornière structurale. Dans mon cas ici, on parle d'un pouce et demi ou 40 mm selon le Asphalt Institute. On confirme. Au niveau du matériau granulaire, même chose. On sélectionne le type de sol. Ici, c'est selon la classification du US Army, donc du USCS. Mais il y a deux types de classifications qui peuvent être sélectionnés. Donc ici, je vais prendre un matériau granulaire étalé, donc un matériau de fondation, conditions acceptables. Ou on peut rentrer directement le CBR du matériau ici, ou le module réversible. Donc, on parle, mettons, de 50, un équivalent 50% au niveau du CBR, donc à peu près 200 mégapascales de module réversible. Et au niveau de la couche d'usure, 100 mm. Très rapidement, on confirme. Au niveau du sol d'infrastructure, même chose. On va prendre, bien évidemment, l'idée ici, c'est de mettre en place un matériau très faible. Donc ici, on va y aller avec un silt à haute plasticité, avec une condition mauvaise, un CBR de 0,5, et on confirme. Et donc, on peut mettre un facteur de sécurité de 1,2. On confirme. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un logiciel qui est très simple et très rapidement, le logiciel va te faire une recommandation du type de matériau géosynthétique à utiliser pour ce cas précis. Et donc, dans mon cas, je vais prendre une géocellule de 15 cm. Suivant. Et ici, ce que les résultats vont me montrer, c'est donc d'abord un résumé. Donc ici, c'est un résumé de mes critères d'entrée. Et ici, l'épaisseur sans renforcement versus l'épaisseur renforcée. Donc, ce que cela veut dire, c'est que si, pour les conditions que je viens de rentrer, j'ai besoin d'un matériau de fondation d'à peu près 1,1 mètre, ben, notre matériau de renforcement ou notre géocellule de renforcement va nous permettre de venir sauver ici à peu près la moitié. Donc, on va venir sauver à peu près la moitié. Donc, ça devient intéressant, surtout dans des cas où le coût du gravier, il est très élevé. Et donc, avec un matériau géosynthétique, on est capable de venir réduire considérablement l'épaisseur du matériau et donc sauver des coûts. Donc, comme vous pouvez voir ici, l'illustration des deux types de chaussées. Dans ce cas-là, j'ai choisi une chaussée non revêtue, donc en gravier, mais j'aurais pu choisir une chaussée où on a une structure avec une surface en asphalte ou en goudron. Donc, et enfin, ici, au niveau des résultats, on peut ajouter la longueur de la route. On va prendre sur 2 km, une largeur de surface de roulement de 10 mètres et un coût en dollars par mètre cube de 5 $ par mètre cube pour les matériaux granulaires. Donc ici, les unités peuvent changer aussi en francs CFA par mètre cube. Et ici, ça nous donne un peu une idée des coûts totaux. Et enfin, le coût au kilomètre. Donc ici, ce que ça nous dit, c'est que les coûts additionnels, donc le renforcement, ici, on peut rentrer les données au niveau du renforcement et autres. Et à la fin, on peut rentrer les données et à la fin, ça va nous faire une analyse comparative entre les coûts de vie, de durée de vie utile de l'option renforcée versus l'option non renforcée. Donc là, j'ai fait un bref survol. Je pourrais partager le logiciel avec les intéressés. Et je pense que ça conclut ma présentation. Et donc, je serai prêt à... ma dernière diapo très rapidement. J'ai plusieurs publications qui sont sur le net. J'ai ici le guide d'utilisation des géosynthétiques. J'ai aussi
un petit logiciel maison qui avait, ça c'était la première version du logiciel. Et donc, si vous êtes intéressé à approfondir vos connaissances, n'hésitez pas à les télécharger. Et je pense que maintenant, ça conclut ma présentation et je serai prêt à répondre aux questions. Et donc, je passe la parole à Dr. Fay pour peut-être animer la séance de questions.